Je vais commencer, passer la parole à Clara, qui est responsable climat et territoire au réseau Action Climat. Elle fait des plaidoyers sur les politiques de transition écologique mises en place dans les collectivités territoriales. Elle suit et forme des groupes locaux pour influencer les mesures climat locales dans le cadre de la campagne alternative territoriale en coordination avec l'association Alternative. Elle a commencé sa carrière dans une communauté de communes où elle travaillait sur les mobilités. Depuis, elle a travaillé dans plusieurs associations accompagnant les politiques locales. Clara, la parole est à toi. Oui, bonsoir à toutes et tous et merci d'être là. Peut-être un mot sur le réseau Action Climat, du coup, pour commencer. Comme notre nom l'indique, on est un réseau d'ONG qui travaille sur la transition écologique et la justice sociale. On fait partie d'un réseau international qui s'appelle le Climate Action Network. Et donc, on décline notre action du champ international à l'européen, aux politiques nationales et enfin aux politiques locales qui sont, le champ sur lequel je travaille. Donc, tout ce qui est dans le giron des collectivités territoriales en termes de politique climat et transition écologique juste. Euh, donc, euh, comme je vous disais, nous, on travaille en réseau avec un champ d'action qui est bien défini et on est donc souhaite être un des maillons permettant de penser les politiques territoriales à l'aune de l'urgence climatique, mais aussi sociale et démocratique. Donc là, quand je dis politique territoriale, c'est tout ce qui relève du champ de compétences des collectivités locales, que ce soit région, intercommunalité ou encore. Et soit on parle donc beaucoup de production de l'expertise. Ici, moi, dans ma présentation, quand je mentionne l'expertise, c'est vraiment l'aspect connaissance fine d'un sujet. Et le réseau Action Climat, par exemple, va être spécialiste et prescripteur de politiques de transition écologique juste. Donc, comment est-ce que nous, en tant qu'association, on produit et on diffuse cette expertise? Déjà, je l'ai mentionné, on est un réseau d'acteurs. Notre travail met en relation autour d'un thème partagé plusieurs aspects, plusieurs travaux, plusieurs enjeux. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir d'un problème ou d'un besoin. Donc là, par exemple, ça va être le trop-plein d'émissions de gaz à effet de serre pour constituer une position associative à partir des travaux respectifs des associations de notre réseau. Pour ça, déjà, on commence par s'appuyer sur des travaux menés par d'autres acteurs qui, pour le coup, ne sont pas nécessairement associatifs. On s'appuie beaucoup sur les travaux des think tanks comme l'IDRI ou comme l'Institut de l'économie pour le climat, par exemple. On s'appuie aussi sur les travaux du GIEC, évidemment, mais aussi sur des expertises plus techniques comme des missions du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou encore des travaux d'associations d'élus qui tous vont se recouper sur les politiques territoriales de transition écologique. Nous, notre rôle, le rôle qu'on s'est donné dans ce cadre-là, c'est de transformer la connaissance scientifique ou technique qui existe et qui est justement produite par toutes ces structures en proposition d'actions publiques concrètes qui peuvent se décliner donc dans les différentes politiques et collectivités territoriales. Donc, si je schématise un petit peu, on peut considérer qu'il y a quatre étapes dans une production d'expertise, de sa production à son application. Donc, d'abord, il y a
la constitution d'une forme de corpus de pensée sur un sujet donné. Donc c'est la production de notre expertise, nous, associative, c'est-à-dire qu'on va faire un travail amont de veille, de lecture, mais aussi de rencontre et de mise en débat de notre proposition sur un sujet. Donc, comme je disais, on part d'un besoin ou d'un manque. Là, ça va être quelles politiques locales peuvent effectivement répondre à la fois aux besoins de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'une transition écologique qui soit juste, qui réponde à des besoins sociaux et qui soit pas au détriment des plus précaires qui sont déjà dans une forme de contrainte dans leur pratique. Mais aussi qui permettent en parallèle l'adaptation des territoires à la réalité du changement climatique, parce que quand bien même on réussirait à complètement couper et diviser nos émissions de gaz à effet de serre, en réalité, il faut d'ores et déjà qu'on s'adapte à des effets du changement qui sont déjà là. La deuxième étape, ça va être d'élargir cette perspective, c'est-à-dire on aura constitué notre corpus de pensée, comme je disais, mais nos solutions, les solutions qu'on propose, elles peuvent pas se contenter d'être seulement techniques. C'est-à-dire que si on reste il y a un problème et voilà la solution technique qui nous permettrait tout bonnement de couper nos émissions de gaz à effet de serre, il y aura forcément un problème de mise en pratique, d'appropriation par les personnes qui devront mettre en œuvre cette solution. Mais aussi parce que on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que par défaut, la transition écologique, elle comporte en elle-même des risques d'accroissement des inégalités. En fait, par défaut, des politiques de transition écologique, elles vont coûter plus aux plus précaires. Tout simplement parce que si, comme je disais, on se contente de solutions techniques, donc par exemple, on met en place des nouvelles normes, on l'a vu très bien avec les Gilets jaunes qui ont particulièrement marqué le paysage politique français, on réalise que en fait, les plus riches peuvent se permettre de se plier à des nouvelles normes, à des nouvelles contraintes, mais en fait, les plus précaires, les plus pauvres ont moins de marge de manœuvre, notamment financière. Donc, si on reste sur l'exemple de la taxation ou des mobilités, par exemple, eh ben, on va voir que si il s'agit de tous passer aux véhicules électriques, je prends un exemple au hasard, ben, en fait, quand on est un ménage plus précaire, ben, on a moins d'épargne ou moins d'accès au crédit pour faire cette transition dans nos modes de vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans la pensée autour d'une politique publique. C'est que si on met en place la transition seulement de manière technique, en réalité, on risque d'accroître les inégalités. Donc, c'est un prérequis à toute politique publique de transition. Et d'autre part, c'est parce que donc il y a une question d'acceptabilité de nos changements de mode de vie et l'accompagnement pour que ça se fasse pas dans la douleur. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tester cette proposition de politique publique par différents biais, donc que ce soit l'équité économique et sociale dans la mise en œuvre d'une politique de transition, ou bien, par exemple, aussi l'équité territoriale, parce que de la même manière, ce qui va fonctionner sur un territoire urbain, par exemple, ne fonctionnera pas de la même manière sur un territoire rural. Et ça s'applique à plein de diversités territoriales existantes. Troisième étape qu'on va mettre en place donc, dans cette production d'expertise, ça va être sa transmission. C'est-à-dire une fois qu'on a testé une proposition de politique publique et qu'on se dit, en fait, elle tient la route tant d'un point de vue climat que d'un point de vue justice sociale, et ben, il va falloir qu'on passe le flambeau. Je disais, moi, je travaille sur les politiques publiques territoriales. Mon petit poste de travail situé en banlieue parisienne, je peux pas faire le passage de flambeau à tous les citoyens, ni même à tous les élus des territoires qui seront chargés de la mettre en œuvre. Donc, en tant qu'association, on s'appuie aussi sur des réseaux de groupes locaux, de citoyens, bénévoles, militants, qui, eux, sont implantés partout sur le territoire et qui sont en prise directe avec leur réalité de territoire et avec leurs élus.
Donc, on produit en fait de la ressource, de la pensée, et on transmet personnes qui vont elles-mêmes ensuite être en discussion avec les élus de territoire. Donc, on produit des kits, des formations et voilà, tout un tas disons, d'une boîte à outils qui va permettre d'implémenter le changement directement sur son territoire. On essaye aussi de diffuser autant que faire se peut au grand public nos solutions pour qu'elles soient connues, pour créer l'adhésion, pour aussi un peu réinventer des lendemains qui chantent et se dire que on n'a pas soit la fatalité du changement climatique, soit une écologie qui est perçue ou caricaturée comme punitive. C'est qu'en fait, il y a plein de solutions qui se font déjà et qui ne sont pas obligées de se faire dans la douleur. Donc voilà, on communique aussi auprès du grand public en sachant qu'il y a une limite à ça, c'est que d'une part, on touche plus ou moins toujours les mêmes personnes malgré tout, et que aussi on est dans un mouvement de reflux face à la connaissance scientifique, où on a parfois du mal à faire entendre des solutions et on se heurte parfois à des oppositions de principe. Quatrième étape, c'est la mise en pratique du coup de ces solutions politiques qu'on propose. S'il y a bien une chose à savoir évidemment dans les politiques territoriales, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all, c'est-à-dire ce qu'on propose, encore une fois, ne peut pas forcément être appliqué à la grande diversité de territoires français. Donc, ce qu'on propose, c'est plutôt un cadre d'action, une direction qui doit ensuite être passé au tamis de la réalité territoriale, en sachant que certaines solutions correspondront à des territoires et pas à d'autres, mais aussi en sachant que à l'autre bout de la ligne, les collectivités, elles font elles aussi face à un certain nombre de contraintes qui peuvent freiner la mise en œuvre de ces politiques. Alors souvent, les militants de terrain vont dire, ben, c'est le manque de volonté politique, tout simplement, et ça peut tout à fait être vrai, que ce soit qu'on ne croit pas forcément à l'urgence climatique, ou que ce soit parce que, bah, tout simplement, on peut être convaincu de la réalité de ce changement, on peut en voir les conséquences, tout en se disant que la solution que proposent les associations et les bénévoles de terrain convient pas à notre territoire. C'est tout à fait possible. Mais il y a aussi tout ce qui est manque de moyens, qu'ils soient humains, où on a énormément de collectivités qui en fait peuvent s'appuyer sur un chargé de mission de mise en œuvre du plan climat qui est en CDD pour 1 ou 2 ans, et donc forcément ça limite la capacité de mise en œuvre de projets. Que ce soit le manque de moyens techniques avec le manque de capacité à réaliser donc des transformations profondes de territoire, ou enfin des manques de moyens financiers, où on a vu que malheureusement, on avait souvent des coupes budgétaires, notamment dans les budgets climat des collectivités. On l'a vu encore ces dernières semaines. Tout ce que je vous ai présenté tout de suite, ça a l'air d'être très descendant, c'est-à-dire on a les chercheurs, les think tanks qui produisent de l'expertise, les associations ensuite qui la passent au tamis de leurs réflexions et qui essaient de les transcrire en politique publique concrète, et puis ensuite la mise en œuvre. Bon, en réalité, la production d'expertise de notre côté, elle n'est pas que descendante. Bon, déjà, elle est co-construite évidemment avec notre réseau d'associations, mais c'est aussi qu'elle interagit avec une autre expertise qui est l'expertise d'usage. Je crois qu'elle va être aussi explorée dans cette table ronde alors je ne sais pas si ça va être par Isabelle du coup, mais en tout cas, elle devait l'être par une des autres intervenantes. Qu'est-ce qu'on appelle l'expertise d'usage? C'est l'expérience concrète de territoire et la connaissance fine des besoins, manques, propositions pour le territoire que vont produire les citoyens eux-mêmes parce qu'ils y vivent au quotidien et donc ils peuvent l'expérimenter. Donc, par exemple, nous, en tant qu'association, on pourra dire il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports, si je reste sur cet exemple-là. Donc, il faudrait développer l'usage du vélo parce que c'est un mode de déplacement bas carbone, mais aussi socialement accessible. Ça coûte très peu cher de se déplacer à vélo. On met à disposition des formations, des ressources pour déterminer qu'est-ce qui fait un bon aménagement cyclable, urbain, rural, qu'est-ce qui met bien en sécurité tous les usagers, qu'est-ce qu'une bonne offre de stationnement vélo, une bonne politique d'intermodalité avec les autres modes de déplacement, etc. Mais c'est ensuite aux citoyennes et aux citoyens de formuler leurs demandes concrètes
concernant leur territoire. Donc, par exemple, dire, ben, nous, notre priorité, là, dans le territoire, c'est la rue de la République. C'est hyper important parce que on s'y sent pas en sécurité quand on roule avec des enfants, etc. Mais dans telle autre rue, ben, par exemple, c'est pas tant d'une piste cyclable dont on a besoin, c'est plutôt d'une piétonisation, c'est une voie partagée. Voilà. En tout cas, les différents types d'expertise, elles vont se répondre, elles vont échanger entre elles, et c'est comme ça qu'on tombe sur des solutions propices pour un territoire donné. Pour terminer, je voudrais juste donner un exemple de ce qu'on fait nous au réseau Action Climat. On a créé il y a quelques années un observatoire des objectifs climat-énergie régionaux. L'objectif, c'était de mettre en lumière les objectifs, donc climat-énergie, donc les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de production d'énergie renouvelable et de baisse des consommations d'énergie, qui ont été définis par les régions dans leurs schémas régionaux. Donc, on met en lumière ces objectifs-là et on les met en regard avec ce qui est effectivement réalisé par les régions. Donc, ça veut dire on a créé une plateforme et on centralise différentes productions d'informations et de données qui existent par ailleurs, qui sont produites par d'autres acteurs, mais on est les seuls à les centraliser sur une plateforme qui met tout ça en valeur. Et donc, on va pouvoir voir sur une région donnée et sur un secteur donné, et ben, en fait, est-ce que ma région, l'objectif auquel elle s'était engagée, elle est bel et bien sur la bonne trajectoire pour l'atteindre ou pas? Et ça va permettre ensuite, a posteriori, de faire des recommandations aux régions en fonction de ces objectifs, justement, et de dire, ben, là, sur les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, dans le secteur agricole, vous êtes super bien, vous êtes bien dans les clous. Par contre, sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de votre industrie, là, on n'y est pas du tout. Vous vous étiez fixé des super objectifs, c'était très ambitieux. Et par contre, en fait, votre trajectoire n'est pas du tout la bonne pour les respecter. Donc ça permet de rentrer ensuite du coup dans le concret de, ben, en fait, là du coup, il va falloir sur ce territoire donné, régional, se centrer sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel et du coup comment. Comment est-ce qu'on organise la transition de ces industries pour qu'elles soient moins polluantes, mais éventuellement même toute la transformation du secteur économique vers des industries ou des secteurs économiques eux-mêmes moins polluants et toute la transition des emplois euh, et, euh, oui, voilà, de la politique économique qui va avec. Voilà, ça c'est un exemple donc pour montrer que ça c'est vraiment le cheminement qui va de la connaissance scientifique qui est produite par le territoire, produite par les régions, ensuite qui est mise en valeur par des observatoires régionaux qui existent un peu partout, qui passe par ce travail associatif pour centraliser tout ça, les mettre en lumière, les transmettre aux citoyens et qu'ensuite les citoyens puissent savoir ben, où est-ce qu'on en est sur leur territoire et où est-ce qu'ils peuvent concentrer eux aussi leur retour de terrain, leur plaidoyer associatif. Voilà, je m'arrête là pour cette première présentation. Je vais laisser du coup la parole à notre seconde intervenante et je serai évidemment à dispo pour répondre à vos questions si vous en avez par la suite.